Merci d'être là pour cette nouvelle séance de notre séminaire. Je vais peut-être passer la parole à Olivier Chaibi pour l'introduire. Donc, je vous rappelle que c'est la 4e séance que nous avons dans notre tour géographique de l'économie sociale dans ses différentes dimensions. Nous sommes passés de la Flandre à l'Angleterre en passant par le Québec. Donc, nous sommes maintenant en Italie et nous avons encore une autre séance qui est programmée sur l'Espagne. Nous aurons ensuite un nouveau programme à définir qui sera cette fois un peu plus centré sur la France, mais dont j'espère on aura la possibilité de vous dire quelques mots lors de notre prochaine séance. Et en tout état de cause, vous en serez avertis puisque nous avons maintenant des moyens de diffusion et de communication sur l'ensemble de nos travaux qui sont à la fois enregistrés et mis sur notre site, mais dont vous avez aussi une diffusion systématique. Voilà, donc je passe la parole à Olivier Chaibi pour introduire cette session italienne, puis ensuite à Madame Lusiani qui nous a fait le plaisir de bien vouloir y collaborer très activement. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de retrouver la plupart d'entre vous. On travaille déjà maintenant depuis 2-3 ans, voire plus évidemment, mais en tout cas, il y a 2 ans, un colloque sur l'histoire de l'économie sociale a permis de nous réunir. Et à l'issue de ce colloque, on a décidé de faire un séminaire avec des sessions spécialisées sur l'international, comme Dominique de Mangel vient très bien de le préciser. Donc ce soir, c'est au tour de l'Italie. On a la chance d'accueillir Elena Musiani, qui est chargée d'enseignement à l'Université de Bologne et qui mène des cours et des recherches sur l'histoire des politiques sociales. Elle devait co-intervenir avec Francis Démier, professeur émérite en histoire de l'Université de Nanterre, qui malheureusement n'est pas là avec nous, mais qu'Elena excusera d'ici peu. Je dois avouer que moi, je suis là uniquement à titre de membre du comité d'organisateur, puisque je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire de l'Italie. Et je remercie justement à ce sujet Niccolò Miniemi d'avoir accepté presque à la dernière minute, en tout cas il y a une semaine, de nous rejoindre sur ce séminaire pour nous permettre de participer à la discussion et d'enrichir les débats qui se suivront. Donc, je vous rappelle un petit peu le format de ce séminaire. L'idée, c'est de permettre aux exposants de nous proposer dans un premier temps un panorama de l'histoire de l'économie sociale dans leur pays, en prenant en compte les spécificités, en nous rappelant un petit peu les définitions de ce qu'entend ce champ dans ce pays. Et puis, après un bref retour sur l'historiographie, la parole est à la salle, certes virtuelle, mais en tout cas, vous serez invité à poser vos questions à Elena Musiani, mais peut-être que sur certaines questions, Niccolò, qui est spécialiste des coopératives, certes plus du monde rural, mais en tout cas des coopératives en Italie, sera sans doute en mesure de pouvoir compléter, si nécessaire, le propos d'Elena Musiani. Sur ce, je laisse la parole à Elena. Merci. Merci aux organisateurs, aux organisatrices pour m'avoir invité. Je disais tout à l'heure, je m'excuse de la part de Francis Démier, mais il est pris entre plusieurs voyages et publications diverses et variées. Donc, et en n'étant pas en plus une spécialiste un spécialiste de l'Italie, donc il m'a laissé la parole. Donc, j'espère pouvoir remplir la tâche tout seul et donc de réussir à répondre à vos questions. Oui, donc vous m'avez demandé un tableau, un schéma sur l'historiographie. Donc, je vous propose ça. J'avais pensé à partager un peu l'intervention de ce soir
en 2 moments, un premier tableau général sur l'historiographie et puis un exemple de celle que je vais vous montrer, c'est-à-dire le manque, disons, d'une historiographie générale d'histoire de l'Italie sur certains thèmes, surtout les politiques sociales, vues à l'histoire particulière de l'Italie. Donc, je vais essayer de remplir cette tâche. Je m'excuse, je vais parler en français. Mon français, il n'est pas parfait, mais bon, vous m'excuserez dès le départ pour les fautes que je vais sûrement faire. J'espère être clair, voilà. Je crois que tu es excusé d'avance. On aimerait avoir le même niveau que toi en italien. On aimerait bien tous parler italien comme ça, oui, absolument. Oui. Donc, voilà, je vais partager. J'ai préparé un petit PowerPoint très simple, mais avec simplement les quelques livres dont je vais parler. Comme ça, on aura un schéma un peu plus... J'espère que vous voyez maintenant mon écran. Donc, voilà, je disais, pour approcher un sujet comme celle de l'économie sociale en Italie du 19e, 20e siècle, comme vous m'aviez demandé, tout d'abord, deux questions se posent. Les problèmes majeurs, c'est celle d'une histoire qui, pendant longtemps, ça n'a pas été une histoire nationale. Bon, c'est clair, c'est connu que l'Italie, jusqu'à 1861, elle a été partagée en différents États. Et ça, c'est un partage non seulement géographique et politique, mais surtout, ça se voit aussi sur l'historiographie. Ce qui fait que pour avoir une étude, disons, des thèmes généraux, histoire du travail, histoire de politique sociale, mais même histoire, disons, de l'agriculture, il faut penser à une Italie qui n'existe pas jusqu'à 1861. Et puis après, deuxième point, le post-unification, c'est-à-dire l'après 1861, le moment de la construction de l'État national ou la construction de la nation surtout, où l'histoire joue un rôle très important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'historiens qui écrivent l'histoire pour les autres Italiens, pour montrer aux autres Italiens, aux Italiens qui ne connaissent pas leur pays. Hein. Il n'y a pas seulement un problème de langue qui est très connu, c'est ce problème pour l'Italie, mais ils ne connaissent pas l'histoire italienne. Donc, il faut construire l'histoire italienne. La construction de l'histoire italienne devient aussi la construction de la nation, une espèce de pédagogie nationale. Et donc, il décrit les conditions du pays, mais cette histoire qui est écrite jusqu'après l'unification, dans les années qui suivent immédiatement l'unification nationale, c'est une histoire qui sert à un bout qui est tout d'abord un bout politique, c'est-à-dire construire la nation, faire la nation italienne. Et ça, c'est un trait, c'est un aspect de l'historiographie italienne qui reste comme ça jusqu'à tout le 19e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'au début du 20e siècle. C'est quand que ça commence à apparaître un changement dans tout ça. C'est deux noms, deux figures qu'on verra dans les spécifiques tout à l'heure, dans quelques instants, mais deux noms qui sont très connus. Tout d'abord, Benedetto Croce, c'est le père, si on peut utiliser cette mot, le père de celle qu'on appelle en italien le storicisme, l'historicisme, hein. Une espèce de philosophie de l'histoire comme clé universelle de la compréhension et de la connaissance, d'un côté, et dans l'autre grand nom qui change, qui porte un échange dans l'historiographie italienne, c'est Antonio Gramsci. Et donc, l'idée d'une nouvelle réflexion sur le rapport entre passé et présent, avec l'idée que chaque phase historique laisse une trace derrière elle de ces phases successives. Et cette trace qui sont laissées, cette passé qui rentre dans le présent, c'est la façon la meilleure pour connaître l'histoire. Donc, c'est à partir de cette étude, recherche, de ce rapport
liaison entre passé et présent qu'on commence à écrire une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire qui est une histoire qui, à ce moment-là, prend des nuances différentes et commence à se partager aussi en celle qu'on appelle des écoles différentes. Un moment très important dans cette, disons, construction d'une histoire, d'une historiographie nationale, c'est les années qui suivent immédiatement ou même pendant encore la Première Guerre mondiale. En 1917, c'est la fondation de la Nuova Rivista Storica, nouvelle revue historique fondée par Corrado Barbagallo. C'est la première revue où on trouve en liaison entre les études historiques et l'actualité de la vie contemporaine. C'est la revue où tous les grands noms de l'histoire italienne, Volpe, Salvemini, Croce, commencent à écrire. Et donc, on peut voir dans cette année, dans la fondation de cette revue, un premier moment de construction d'une histoire, d'une nouvelle historiographie qui commence avec une nouvelle idée de construire une histoire et une historiographie qui devient science dans un certain. C'est plus la pédagogie de la nation, c'est plus à l'usage de la construction nationale, mais ça se fait science. Et puis je disais, bien évidemment, à la base de cette nouvelle historiographie, de cette nouvelle histoire, c'est Benedetto Croce. Benedetto Croce pose comme élément fondamental l'idée de la rigueur de la méthode historique. Et donc, l'histoire, c'est plus une histoire politique, ça n'a plus un sens de construction nationale, c'est pas politisé, mais ça devient une science. Mais en même temps, il y a dans Croce une bataille, l'idée de s'opposer à celle qui avait été à la fin du 19e siècle l'école dominante, qui était l'école positiviste, parce que l'idée de Croce, c'est d'avoir une histoire, bien évidemment, comme science, bien évidemment, où la méthode est importante, mais où aussi le regard de l'historien devient important. Donc, il y a des travaux de recherche, les sources, la méthode, mais le regard de l'historien qui devient important. Les titres, les livres qui nous intéressent le plus dans cette... il n'écrit pas d'économie sociale, Benedetto Croce, ce n'est pas un économiste, mais il écrit la première histoire d'Italie, l'histoire d'Italie de 1871 à 1915, et puis après une histoire de l'Europe du 19e siècle. L'histoire d'Italie de 1871 à 1915 sort en 1928, donc 10 ans après la fin de la guerre, et l'histoire de l'Europe au 19e siècle, c'est 1932. Donc, on a ce moment d'une nouvelle historiographie, l'historiographie crociana, on dit après, lo storicisme di Croce, et puis il y a toute une école qui est liée bien évidemment à la personne de Benedetto Croce avec Federico Chabot, Walter Maturi, mais ce sont des historiens qui écrivent des histoires d'Italie et pas des histoires économiques. L'autre histoire, l'autre école qui commence à se former dans cette fin du 19e siècle, début 20e siècle, c'est celle qu'on appelle en Italie l'école économico-giuridica, économique-juridique, juridico-économique. Je ne sais pas comment traduire très bien ça en français. Les deux noms de cette école sont celles de Gaetano Salvemini, d'un côté, et Gioacchino Volpe, dans l'autre. L'idée, c'est le premier, disons, celle qui nous intéresse le plus pour les cours, le sujet de ce soir, parce que c'est la première école historiographique qui commence à voir
les thèmes des conflits sociaux, les conflits sociaux comme base des révolutions, et ça on le voit surtout dans les œuvres de Gaetano Salvemini. Gaetano Salvemini, il écrit cette histoire de la Révolution française, hein, où il analyse les bases économiques et sociales de la période révolutionnaire, où les rapports entre l'économie et la société devient très important. Et puis après, Salvemini, c'est aussi un antifasciste. Et donc, il est obligé de fuir l'Italie pendant le fascisme. Et après, disons, après les livres sur la Révolution française, ces livres sont des livres sur les origines du fascisme. Donc, il devient un historien engagé, on pourrait dire, je crois, en français, contre le fascisme. Mais Gaetano Salvemini vient de cette école, qui est une école qui a les traits dans la base du matérialisme historique, la base marxiste, hein, de l'histoire, et on voit ce thème qui commence à apparaître. L'autre historien qui on peut faire entrer dans cette école économico-juridique, c'est bien évidemment Gioacchino Volpe. Gioacchino Volpe, c'est l'engagé dans l'autre côté, l'opposante, on pourrait dire, côté politique de Gaetano Salvemini et di Benedetto Croce. Gioacchino Volpe, ça a été l'historien du fascisme, hein. Donc, politiquement, Gioacchino Volpe, il se lie au fascisme, et ses œuvres sont des œuvres aussi liées au régime fasciste. Mais si on se tient simplement à la base, hein, aux idées d'histoire qu'il y a dans les études, dans les premières études de Gioacchino Volpe, l'Italia in cammino, c'est cet livre sur l'histoire d'Italie, que c'est l'opposition, disons, de l'histoire di Benedetto Croce. L'Italia in cammino di Volpe est publié en 1927. Le livre de Benedetto Croce, il était publié en 1928. C'est une espèce de dialogue, hein, de contraposition qui s'est créé entre Croce et Volpe, dans deux idées différentes. L'idée de Gioacchino Volpe, c'est une idée d'une Italie il part d'un progrès historique. Donc, il y a l'idée du progrès. L'Italie, Gioacchino Volpe, du reste, il était un historien du Moyen-Âge. Donc, son histoire de l'Italie part du Moyen-Âge, et l'idée, c'est celle de voir une évolution de la pensée historique et de l'histoire de l'Italie du Moyen-Âge jusqu'au fascisme, dans une idée de progrès. Et le fascisme, bien évidemment, c'est la réalisation de ce progrès. Mais côté économique, comme il vient de cette tradition économico-juridica, il y a l'idée d'intégrer dans les études l'économie, l'histoire et le droit, avec une attention particulière aux phénomènes sociaux. Donc, on voit qu'il y a une différence. L'histoire de Benedetto Croce, c'est une histoire subjective, idéalistique, un peu, idéalisée, on pourrait dire. L'histoire de Gioacchino Volpe, l'histoire de cette courant, de cette école économique juridique, c'est une histoire qui doit tenir ensemble, lier, hein, les rapports économiques et sociaux. On voit, c'est comme, on pourrait presque dire que dans cette école, il y a une espèce on pourrait voir presque les origines des annales. Hein, évidemment, ils sont plus tardifs, mais il y avait dans cette école une impostation, une idée, une pensée qui aurait pu porter aussi en Italie à développer une école comme les écoles des annales. Donc, il y a cette école qui est très intéressante. Et à partir, une des évolutions de cette école de Salvemini et Volpe, donc de cette école économique juridique, c'est l'évolution
d'une économie sociale, l'idée de la naissance d'une économie sociale et des cours d'économie sociale, d'histoire de la finance, dont par exemple Luigi Einaudi devient. Luigi Einaudi, il était professeur à la Bocconi, à Torino d'abord et après à la Bocconi, et il devient un des grands historiens des sciences de la finance. Il a écrit son premier livre, c'était sur la finance, Sabauda, au début du XVIIIe siècle, pendant la guerre de succession espagnole. Et après, il avait un cours des sciences de la finance à la Bocconi. Donc, on voit qu'il y a une évolution de cette école économico-juridique. Après, bien évidemment, on a une espèce de rupture dans l'évolution de l'histoire et on arrive à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec l'autre. Je disais au départ, on a deux moments, deux noms, Croce, les débats Croce-Volpe, et puis après, on a la découverte, celle qu'on appelle en Italie la découverte des cahiers des prisons di Antonio Gramsci. Les cahiers de Gramsci sont édités en Italie à partir de 1948, entre 1948 et 1951. Donc, c'est vraiment l'après-guerre. Et c'est le début de toute cette historiographie marxiste, et avec un fort ancrage à la dimension économique de l'histoire. Donc, ancrage à la dimension économique de l'histoire, une attention spéciale pour les classes inférieures de la société, la culture populaire, l'État et la nation. Et donc, il y a toute une école qui naît à partir de la découverte, de la lecture et de l'étude des quaderni, des cahiers de prison de Gramsci. Il y a disons, on pourrait suivre deux sujets, deux traces, deux voies spécifiques de l'évolution de cette école marxiste. Un, c'est très intéressant, c'est les rapports entre la ville et la campagne. Bien évidemment, dans un pays comme l'Italie, qui jusqu'à, disons, au début du XXe siècle, sinon jusqu'aux années 30-40 du XXe siècle, est un pays à majorité agricole, où l'économie a une base majoritairement agricole, c'est évident que ça devient un élément central dans les études économiques. Et puis, il y a une autre voie, c'est celle qu'on pourrait appeler les débuts d'une histoire culturelle, d'une histoire historico-culturelle avec l'ancrage, les significations, l'importance de l'humanisme et de la Renaissance dans l'histoire d'Italie. Mais bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse plus pour cette histoire, c'est les courants économiques, sociaux, donc la base, la naissance d'une école, d'une historiographie marxiste en Italie, avec un thème aussi que je trouve très intéressant et sur lequel je voudrais m'arrêter quelques instants pour vous expliquer très bien que c'est tous les thèmes sur les débats autour du développement économique de l'Italie. Au moment de l'unification nationale, c'est-à-dire les débats, les fameux débats entre Sereni, Gramsci et puis après Rosario Romeo sur les bases économiques et sociales de la construction de la nation italienne, de celle qu'on appelle le Risorgimento italien. Parce que ça a été le grand débat qui a animé l'historiographie économique et politique italienne à partir de la publication d'un des cahiers de Gramsci qui s'appelle Il Risorgimento. C'est un débat qui avait commencé en fait en 1947 avec la publication de cet livre di Emilio Sereni, Il capitalisme nelle campagne, pour traduire en français peut-être le capitalisme rural.
Sereni, c'était un des spécialistes de cette histoire rurale, hein, qui était un des voies, enfin, un des sujets qui avait intéressé, qui commence à intéresser l'Italie contemporaine. Sereni était un membre du Parti communiste, il avait été élu député à la Constituante, et puis après, il avait siégé à la Chambre des députés. Et ce qui est intéressant dans l'œuvre, dans le livre d'Emilio Sereni, c'est qu'il contribue à mettre en évidence le rôle de l'héritage du féodalisme dans la société rurale italienne. Et cet héritage, Sereni le dénonce comme un des principaux causes du blocage économique de la péninsule italienne et du retard dans l'industrialisation de l'Italie. Donc, on commence à réfléchir sur ce thème aussi du retard de l'industrialisation italienne. À partir de ce thème, de ce rapport entre la campagne et l'industrie. Donc, il y a ce thème qui est à la base. C'est un débat qui, je vous disais tout à l'heure, se déclenche avec une grande ampleur à partir de la publication de cahiers de Gramsci à partir de 1948, donc un an après, l'année suivante, la publication du livre d'Emilio Sereni, en particulier sur l'interprétation que Gramsci donne au moment de la construction nationale, c'est-à-dire à celle que nous on appelle le Risorgimento. Au centre de l'interprétation de Gramsci, il y a deux objets qui sont importants. D'abord, la lutte entre les modérés et les démocrates. C'est-à-dire, pour expliquer bien, on pourrait presque traduire entre Cavour et Mazzini, entre les deux voies de construction de la nation italienne. Et puis surtout, ce qui nous intéresse encore plus, c'est tout le débat sur la faillite de la classe politique démocrate, qu'il n'avait pas réussi dans l'interprétation de Gramsci à unir la paysannerie qui était la classe majoritaire dans l'Italie du Risorgimento avec la petite bourgeoisie, le prolétariat urbain. C'est-à-dire, Gramsci fait la comparaison entre cette classe démocrate et les jacobins français. Les jacobins, ils avaient réussi à faire cette union de la petite bourgeoisie, du prolétariat urbain et de la paysannerie. En Italie, les démocrates, ils n'avaient pas réussi à faire ça. Gramsci dit que les jacobins avaient été les seuls moteurs de la révolution, non seulement parce qu'ils avaient su répondre aux inspirations et aux besoins de la bourgeoisie française, mais parce qu'ils avaient su incarner la révolution comme nouvelle étape de l'histoire. Cet échec des démocrates italiens, c'est la base de celle que Gramsci appelle une révolution passive. Donc, pour Gramsci, le Risorgimento, c'est une révolution passive, une révolution sans révolution. Et cet retard, et cet échec cause aussi l'histoire du Risorgimento comme un échec à partir de ce rapport entre les villes et les campagnes, qui est très intéressant. La réponse, celle qu'on appelle dans l'historiographie la réponse libérale à l'interprétation marxiste de Gramsci, est faite par Rosario Romeo. 10 ans après, en 1958, Rosario Romeo sort le livre Risorgimento et capitalisme. À partir de l'interprétation des bases de Romeo, c'est que cette élite italienne particulière, qui est une élite faite des grands propriétaires fonciers,
d'aristocrates et de grands bourgeois. L'exemple typique, c'est Roméo, il a été aussi le biographe, hein, le grand historien, il a écrit la plus grande biographie sur Camillo Cavour. Hein. Cavour, il était propriétaire foncier, il était un noble aristocrate qui avait des terres, mais il avait su interpréter, réinterpréter, il était, disons, celle qui a réussi à unifier l'Italie. Et il dit, l'idée de Roméo, c'est que l'effet de ne pas avoir intégré la paysannerie au Risorgimento italien, mais d'avoir laissé l'idée de la construction et l'accumulation du capital qui consente l'industrialisation, le développement économique de l'Italie et en plus la réussite du Risorgimento dans les mains de cette élite foncière, hein, c'est la base d'une accumulation du capital qui est la source du développement de l'Italie. Sans ça, il n'y aura pas eu de Risorgimento. Donc, c'est exactement l'envers de l'interprétation de Gramsci. Hein. La base de sans cette accumulation du capital dans les mains d'une élite particulière, péculière à l'Italie, cette union de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie foncière qui écarte, bien évidemment, la paysannerie, les masses rurales, mais aussi la petite bourgeoisie urbaine. Hein. C'est vraiment une élite foncière qui a ses sources de richesse dans la terre. Hein. Cette accumulation de capital, c'est ce qui permet, c'est le moteur qui permet la construction nationale et aussi le développement de l'économie industrielle. L'exemple, c'est les chemins de fer. Hein. Cavour, il avait été le grand interprète, il avait soutenu le développement du chemin de fer. Donc, et ça s'est fait grâce aux capitaux de cette élite foncière, les banques, les chemins de fer. Donc, la modernisation de l'Italie pendant le Risorgimento, ça s'est fait grâce à cette élite. Donc, c'est vraiment les grands débats qui animent cette historiographie des années post-Deuxième Guerre mondiale. Et c'est intéressant parce que c'est un débat qui est très, très animé et qui encore représente le débat fondamental à l'intérieur duquel l'historiographie, non seulement l'historiographie économique, mais même l'historiographie politique de l'Italie s'intéresse. À partir de cette, disons, école, des reprises d'une école économique, d'une histoire économique de l'Italie, des travaux de Gramsci, di Sereni, de Candeloro, de tous ces économistes marxisants italiens, il y a toute une série d'études et de recherches qui se développent pour comprendre l'histoire de l'Italie dans le 19e siècle. Et donc, on a toutes les recherches de Renato Zangheri sur les rapports entre propriété foncière et économie, le rôle de l'agriculture et des paysans dans l'histoire d'Italie. Carlo Poni aussi. Ce qui est intéressant, c'est que Carlo Poni et Renato Zangheri, ils ont été tous profs à l'Université de Bologne, parce qu'à l'Université de Bologne, au département d'histoire, il y avait une très forte école d'histoire économique. Je parle au passé parce que malheureusement, c'est au passé qu'il faut parler de ça. Et puis, bon, on a les études de Luciano Cafagna sur Cavour, de Franco della Peruta sur les études aussi sur les démocrates et les progressistes du Risorgimento, et puis les études de Luigi Dalpane sur l'histoire du travail en Italie, l'économie à Bologne dans le Risorgimento, économie et société, et toute une histoire économique et sociale qui commence. C'est très intéressant parce que j'ai retrouvé Lexio Magistralis qu'il avait fait Luigi Dalpane en 1952 pour son premier cours à l'Université de Bologne, les cours qui inauguraient la chaire
d'histoire économique à l'Université de Bologne, chaire d'histoire économique et sociale. Donc, exactement les titres de votre séance ce soir. 1952, prolusion au cours d'histoire économique et sociale lu à l'Université de Bologne le 15 février 1952, qui avait été du reste publié sur le journal des économistes italiens, qui s'appelait Giornale degli Economisti, de mars-avril 1952. Donc, il y avait un rapport immédiat entre un cours universitaire, le premier cours à l'Université de Bologne sur l'histoire économique, et une science, disons, économique. Et c'est très intéressant parce que, bon, il fait toute une histoire, il reprend les thèmes de l'école juridico-économique, donc il reprend Volpe, Croce, un peu ce qu'on est en train de faire, et il dit, on commence à voir dans l'histoire économique une tendance à rapprocher, sinon à lier étroitement l'histoire économique et l'histoire sociale. Donc, il voit, c'est le premier qui pose ce thème de l'union de l'histoire économique et de l'histoire sociale en Italie. 1952, introduction à son cours d'histoire économique à l'Université de Bologne. Donc, une autre date, je crois que c'est très intéressant à retenir. Et puis, il y a une autre date aussi qui est très intéressante à retenir, c'est celle de 1961. 1961, c'est le centenaire de l'unification italienne. Et c'est intéressant pour deux raisons, cette date, non seulement pour l'unification italienne, mais pour le choix de la ville qui représente l'unification italienne. Les célébrations du centenaire de l'unification italienne en 1961, ce n'est pas Rome, capitale, mais c'est Turin. Et pourquoi c'est Turin? Parce que Turin représente les miracles économiques italiens. Donc, les centenaires de l'unification, à la base, les symboles du centenaire, c'est la ville de Turin, c'est les miracles économiques italiens. Donc, un exemple de l'importance que l'économie, l'histoire, la société ont dans l'histoire de la construction nationale. Au même moment, 1961, sur la bibliothèque, sur la revue Économie et Histoire, vient de paraître un numéro spécial d'études sur le premier centenaire de l'unification italienne, édité en 1961, donc immédiatement. Les titres du numéro spécial, c'est l'économie italienne de 1861 à 1961. Et on a toute une série, si on voit quels sont les thèmes dans la table des matières de cette publication, l'économie italienne de 1861 à 1961, c'est très intéressant. Parce qu'on reprend les thèmes qu'on a vus jusqu'à maintenant. Il y a d'abord une histoire des économistes italiens dans la première siècle de l'unité nationale. Après, il y a les rapports entre la production agricole en Italie, l'expérience démographique, agriculture et industrie agraire, l'agriculture italienne. Et puis, il y a aussi, on commence à voir apparaître les études sur l'industrie italienne. Donc, le développement industriel du Piémont, l'industrie du charbon. Donc, il y a cet intérêt. Et puis après, il y a un article très intéressant sur la marine nationale. Et puis, bon, on a la banque centrale, donc les thèmes de la banque, et quelques études sur les luttes ouvrières dans l'unification. Et Yannick, un premier article sur la previdenza sociale, donc les politiques sociales
dans l'Italie de dernière année, des dernières 100 années. Donc, centenaire de l'unification 1961, le choix de Turin, la publication de cette revue, numéro spécial de la revue Économie Histoire sous l'économie italienne, donc une espèce de premier bilan historiographique de l'économie italienne en 1961. Et puis, dernière date, c'est 1967, colloque de la Société des historiens italiens. Pour la première fois, on a un discours de Renato Zangheri, qui avait été celle qui avait écrit sur les campagnes, sur l'histoire de l'agriculture, et une intervention de Rosa sur l'histoire économique. Donc, pour la première fois, dans les colloques, dans les conférences nationales de la Société des historiens italiens, 1967, on a cette apparition de l'histoire économique dans les réseaux officiels, on dirait presque, hein, dans la grande histoire, dans les rencontres d'histoire. Et puis après, on a la publication en 1957, l'apparition, 59, excusez-moi, c'était avant, mais c'était la revue Studi Storici, c'était la revue de l'Istituto Gramsci. Donc, c'est la revue, elle apparaît toujours, Studi Storici, hein, ça c'est un numéro de 2016. Donc, c'est la revue de l'Istituto Gramsci qui naît dans ce moment historique. À partir de cette école qui commence à avoir même une importance au niveau international, parce que les études de Zangheri, de Carlo Poni, de Castronovo, ils sont même connus au niveau international. Donc, ils sont traduits, ils commencent à avoir un échange, une transmission de savoir à niveau international de cette école économique et sociale italienne. À partir des années 80 aussi, sous l'influence aussi de l'école des annales qui arrive en Italie aux années 50-60, on commence à avoir des études nouvelles d'histoire sociale, économique et sociale. À partir des années 80 aussi, on commence à avoir toute une série d'études d'histoire des femmes, mais ça c'est une autre histoire et un autre intérêt, et c'est dû à d'autres choix. Et puis on a maintenant l'école, la nouvelle historiographie sur l'histoire économique dont, disons, les principaux représentants sont Vera Zamagni, qui a un regard de longue période sur l'histoire économique, mais on a aussi l'histoire de l'agriculture italienne sortie à cura di Bevilacqua, qui est sortie en plusieurs volumes, en 3 volumes, et ça reste la grande histoire de l'agriculture italienne. Je pense qu'on pourrait insérer dans cette nouvelle école aussi, de cette nouvelle historiographie, aussi tous les études de Guido Kreins sur, excusez-moi, sur l'Italie du miracle économique. Alors, les études de Kreins, ce sont des études politiques, culturelles et économiques en même temps, mais c'est important dans cette évolution d'une histoire économique. Ça, c'est des études qui datent des années 80-90. Quel est l'état actuel? Avant de vous faire les dernières, pour conclure, deux remarques sur cette historiographie. L'état actuel de l'histoire économique italienne, c'est un peu désolant, si on peut dire. On n'a plus, enfin, il y a les études de Vera Zamagni, bien évidemment, qui continuent, mais il n'y a plus une école à l'Université de Bologne. Je crois que la chaire d'histoire économique, elle est à contratto, comme la plupart des enseignements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un titulaire d'histoire économique. On est tous à contratto pour faire ça. L'école qui était au département d'histoire, celle de Carlo Poni,
di Luigi Dalpane. À part les noms de Luigi Dalpane sur une partie de la bibliothèque, il y a les seuls, c'est ce qui reste. Ça, c'est dû à mon avis, à deux raisons. Un, c'est l'exploit de l'histoire, celle qu'on appelle l'histoire culturelle, qui a traversé toute l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire économique, mais même l'histoire politique a été submergée par l'histoire culturelle d'un côté, la public history dans l'autre côté. Celle qu'on appelle, c'est un mode ici qui est très répandu encore. Je ne sais pas, on est toujours en retard, donc je ne sais pas si en France, elle est encore à la mode, comme ça je peux attendre de voir une fin aussi ici. Et puis, bien évidemment, les thèmes de la public history qui empêchent un peu tout ce terme d'histoire globale. Donc ça, c'est un aspect, un déclin, un moindre intérêt de l'histoire économique. Ce qui fait que, et ça, je voudrais conclure, je pense que j'ai 5 à 10 minutes pour conclure encore, et puis je laisse la parole au débat. Ça tient, c'est un des résultats du fait que, par exemple, en Italie, il manque une histoire globale, une histoire générale sur les politiques sociales, par exemple, dans la longue période. On a des études sur la storia dello Stato sociale in Italia, cet livre qui vient d'apparaître l'année passée, écrit par Chiara Giorgi et Ilaria Pavan. C'est une étude très intéressante, très importante, mais ça part pratiquement du fascisme. Il n'y a rien sur la période, sur le 19e siècle. L'autre manuel, Breve storia dello Stato sociale, c'est un manuel européen. Il n'y a pas l'Italie et une partie fait pas une partie de cette manuel, de cette histoire dello Stato sociale, mais ce n'est pas une histoire de politique sociale et dello Stato sociale en Italie. Donc, il manque une étude générale sur les politiques sociales en Italie 19e, 20e siècle, comme il manque, par exemple, une histoire du travail 19e, 20e siècle. Ça tient, à mon avis, surtout à la spécificité, celle qu'on disait au tout début de cette intervention, c'est-à-dire le fait que c'est bien évidemment, c'est difficile d'écrire une histoire générale de l'Italie au 19e siècle comme elle n'existe pas. C'est des réalités très différentes. Mais ça serait intéressant de voir justement si on pourrait essayer de faire un esquisse d'une histoire de l'État social italien, des politiques sociales italiennes 19e, 20e siècle. Ce que ça serait intéressant, c'est de voir comment ils naissent à partir de tout un réseau de sociétés de secours mutuels, de coopératives, dont les modèles sont bien évidemment les modèles anglais, les modèles français. Il se développe ce modèle social qui est repris pendant tout le 19e siècle. Et l'État italien, l'État social italien, les politiques sociales italiennes se construisent à partir de cette, disons, base de mutualisme, d'associationnisme ouvrier, où cette élite, bien évidemment, la bourgeoisie, l'élite foncière, joue un rôle important au départ. Mais c'est très intéressant, ça serait très intéressant de voir ça. Évidemment, ça demande des études très, très complexes parce que les réalités sociales, économiques et sociales et politiques de l'Italie jusqu'à la fin du 19e siècle sont très différentes. Il y a été ces études sur les secours mutuels, elles ont été étudiées et portées et avancées. Ils avaient été
avancée portée surtout par Fiorenza Tarozzi, elle était prof au département d'histoire ici à Bologne. Donc, elle a travaillé beaucoup sur ce thème des sociétés de secours mutuels, des premières banques ouvrières aussi, mais à niveau local dans ces cas-là. Ce qui manque un peu, c'est un regard un peu plus général sur l'Italie. À côté de ça, il y a par contre, mais ça, mon collègue, il connaîtra mieux, il y a toute une étude, une école qui a travaillé, qui travaille sur les thèmes des coopératives, de la coopération, à partir des études de Maurizio degli Innocenti sur la storia della cooperazione in Italia, et puis les études qui mènent Tito Menzani dans l'Emilia-Romagna, surtout, à niveau local ici. Donc, il y a cette nouvelle historiographie qui commence, mais sur des thèmes, disons, concentrés sur le mutualisme d'un côté, les coopératives dans l'autre. Ce qui manque un peu, c'est une vue d'ensemble. Merci. J'espère avoir été à peu près exhaustive pour le possible, d'avoir répondu à votre question générale, à votre demande. Et puis, bon, je suis là avec vous. Merci beaucoup pour cette synthèse très précise, de nous avoir fait parcourir un siècle et demi quasiment d'histoire, de l'histoire italienne, en la centrant justement sur l'histoire économique et l'histoire sociale, en voyant justement les liens qu'il peut y avoir entre les deux, en voyant justement un petit peu comment elles peuvent ou pas se relier, et dans quel état d'esprit elles sont. C'est intéressant évidemment de voir les parallèles qu'on peut retrouver avec l'historiographie française, le moment des méthodistes à la fin du 19e siècle, dont on ne peut pas s'empêcher de faire le lien évidemment avec les premiers travaux de Croce, l'influence des écoles des annales auxquelles vous faites référence, l'influence marxiste avec Gramsci, et puis plus récemment une décentration, une recherche d'échelle entre la global history d'un côté et puis la microstoria de l'autre. Alors, moi, par contre, je ne serais pas aussi, c'est marrant, de loin, je n'aurais pas l'impression, je ne serais pas aussi pessimiste sur l'absence d'une histoire du travail en Italie. En France, ça fait pratiquement 2 décennies que lors des programmes de CAPES, agrégation d'histoire, il y a toujours une volonté d'ouvrir un petit peu avec des perspectives comparatistes sur au moins nos voisins européens, Italie, Espagne, Grande-Bretagne, Allemagne. Et de loin, j'ai toujours eu l'impression qu'on ne manquait jamais de travaux italiens à citer pour cette histoire du travail. Alors, je pense notamment là plus récemment aux travaux d'Alessandro Stanziani, qui a pas mal travaillé sur cette histoire du travail. Mais je laisserai évidemment Niccolò et toi-même déjà commencer par répondre. J'aurais une première question pour poursuivre hein, là où tu arrêtes la réflexion. En France, on a effectivement l'histoire de l'économie sociale centrée sur le secteur vraiment des coopératives, des mutuelles et des associations, a toujours eu du mal à trouver sa place entre une histoire politique, une histoire économique et une histoire sociale, pour faire très simple hein, et très, très caricatural. Hein, évidemment, mes collègues autour de moi qui ont beaucoup plus d'expérience et d'ancienneté sur le sujet compléteront. Par rapport au courant que tu as évoqué, est-ce qu'il y a à un moment donné, si on se centre ne serait-ce que sur les coopératives, même si on élargit un petit peu aux coopératives mutuelles, est-ce qu'il y a un courant qui l'investit davantage cette histoire plutôt qu'une autre? Et si oui, pour quelles raisons et en se centrant sur quoi et sur quel aspect? Alors, deux choses. Tout d'abord, sur l'histoire du travail, comme j'ai participé à un des manuels du CAPES français et j'ai trouvé difficile, enfin, d'abord, c'était difficile, bien évidemment, de faire un résumé dans cette manuel d'une histoire qui était complexe, surtout pour la première partie. Il y en a beaucoup sur, disons, fin 19e siècle, début et 20e siècle, évidemment.
Mais c'est très difficile d'avoir une synthèse sur l'histoire du travail. Écrire l'histoire du travail du 19e siècle, comme je me suis trouvée à le faire, je trouvais que c'était très difficile parce qu'il n'y a pas de synthèse. Il y a un autre aspect, c'est très intéressant, et la comparaison avec la France et les autres pays européens surtout. Pour les historiens économistes de la première moitié du 19e siècle, disons, surtout de la partie non unifiée, c'est le manque de statistiques. Nous, on n'a pas d'enquête. La première enquête italienne sur l'économie et l'état de l'économie italienne, c'est connu, c'est la fameuse enquête di Sereni, Iacchini, pardon, l'enquête Iacchini qui est faite après l'unification nationale. Donc, on n'a pas l'idée, c'est difficile, il faut aller chercher les différentes, il y en a quelques-unes dans l'industrie, dans la Lombardie, qui commençaient dans la proto-industrialisation, dans les réseaux industriels, mais c'est des enquêtes qui sont menées par des médecins de temps en temps et sont très locales, ils sont très difficiles à aller chercher. Donc, il y a ça aussi pour cette difficulté. Quant à l'histoire coopérative, moi, je connais surtout les travaux de Maurizio Degli Innocenti et de Tito Menzani. Et Tito Menzani, c'est un élève de Vera Zamagni, et donc l'histoire, le courant, si on peut appeler courante, moi, je ne pense pas qu'à ce moment-là, on va appeler courante. Je crois que c'est vraiment une historiographie nouvelle, scientifique, basée sur des recherches. Je connais bien Tito, c'est un copain, un collègue, et je sais qu'il mène des recherches dans les archives, chose que les historiens commencent à faire de moins en moins ici. Et donc, je ne sais pas, je le mettrai pas dans une école. Je le mettrai dans une historiographie, dans une histoire, dans la recherche scientifique sur les sources, très intéressant. Je ne sais pas si mon collègue est d'accord avec moi, vu que tu es un expert d'histoire de la coopération. Moi, j'hésiterais à créer une école. Je veux dire, oui, c'est l'école de Vera Zamagni, voilà, donc l'école de cette histoire économique sur la longue durée, avec un regard en plus comparé, transnational, que c'est très intéressant, bien évidemment, ça aussi. Et donc, on pourra le mettre dans l'école de Vera Zamagni. Voilà, si on doit lui donner une école, moi, je donnerais ça. Mais avec tout le respect, justement, que j'ai pour Vera Zamagni. Alors, petite remarque, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas soit à lever la main devant votre écran ou avec le petit outil pour lever la main. Vous pouvez utiliser la barre de conversation pour éventuellement aussi poser vos questions ou vos remarques. Pour justement poursuivre un petit peu justement sur cette question de l'histoire des coopératives et rattacher un petit peu avec le secteur de l'histoire économique et sociale. En France, l'histoire des coopératives a joué une part importante dans cette histoire de l'économie sociale qui a mis du temps à être dénommée ainsi. Et puis, par ailleurs, il y a plusieurs moments d'unification nationale des mouvements de l'économie sociale qui permet de donner une désignation à ce terme. Est-ce qu'en Italie, on a déjà quelque chose d'un peu équivalent? Est-ce qu'il y a un moment donné, au niveau national, une volonté de fédérer les structures de l'économie sociale et ce qui aurait entraîné par la suite une volonté de faire une histoire de ces mouvements, de fédérer leurs archives et d'impulser des recherches sur ce domaine? Alors, il y a deux choses qui peuvent être utiles pour répondre à ta question. Tout d'abord, je disais tout à l'heure que Tito Menzani s'est occupé surtout de la coopération en Emilia-Romagna, mais ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que l'Emilia-Romagna, c'est une des régions où la coopération a été plus forte. Il y a une base coopérative très, très forte. Et donc ici, à Bologne, on a un centre d'études des centres d'études, de recherche et de documentation sur la coopération, qui c'est un centre d'études
qui a volonté de faire des recherches sur ça, mais pas d'agréger des archives, d'unifier les archives. Ça, c'est le problème de la dispersion un peu de ça. On n'a pas, c'est le même problème lié à une histoire complètement différente, à une histoire qui a été pendant longtemps une histoire divisée. Et donc, on manque en Italie d'archives, de cette idée d'agrégation d'archives. On manque, oui, on a un archive national à Rome, mais pour les historiens du 19e siècle, c'est complètement inutile parce que bon, c'est un archive qui est né en 1871. Donc, on doit faire des études locales et on n'a pas cette idée d'agrégation des archives. Et donc, ça aussi, peut-être, c'est très intéressant ta remarque parce que c'est dû, ça s'enchaîne, non? Ça se lie, le fait qu'on manque un peu de cette unification, de cette histoire générale parce qu'on manque des sources unifiées dans certains. Est-ce qu'on peut avoir peut-être l'avis de Niccolò Magnani sur cet aspect-là? Oui, justement, je voulais, oui, non. Si, je voulais justement compléter un peu dans la même direction, c'est ce que disait Elena, parce que justement, je pense que c'est vrai, je suis d'accord que Tito Mezzani, il est un peu inclassable dans toute cette structure, mais je pense qu'il faut aussi un peu penser l'histoire. Moi, je le vois surtout du point de vue de la coopération et en plus de la coopération agricole. C'est un double biais, sans doute, dans mon regard. Mais je pense que l'historiographie italienne sur ces questions-là, du moins jusqu'à les années, je dirais, 80, 70-80, c'est une histoire qui est un peu portée par les deux piliers. D'un côté, la coopération socialiste, marxiste-socialiste, de l'autre côté, la coopération catholique. Et ce sont deux traditions qui avancent un peu en parallèle. Portées par des personnes différentes, sur des archives différentes, parce que justement, Léna me contredira si je me trompe, mais je pense que dans le centre des Bolognes, il y a surtout le matériel de la coopération socialiste de l'Émilie-Romagne, alors que la tradition catholique, je pense que la fédération, comment s'appelle, la Confédération des coopératives italiennes, qui est la confédération d'inspiration catholique à la base, c'est en termes d'effectifs, c'est la fédération la plus importante. Et il y a quand même une tradition qui a été faite. Je pense par exemple aux travaux à la catholique de Milan, à l'Université catholique de Milan, autour de cette question du catholicisme social, parce que justement, sur ces questions, sans doute, Elena, elle aura plus d'éléments que moi, mais l'histoire italienne à la fin du 19e siècle, elle a quand même un peu, comment dire, elle est aussi influencée par l'encyclique Rerum Novarum, qui est le moment où l'Église catholique décide d'avoir une ouverture vers l'initiative sociale et vers l'engagement vers les classes subalternes et les classes populaires. C'est ce qui génère toute une tradition, surtout du côté du mouvement coopératif, du mouvement mutualiste, d'initiatives, qui sont entreprises aussi du côté syndical. Et donc, si on pense à des personnages comme Luigi Sturzo, qui est le fondateur du Parti populaire en Italie, à la base, c'est quelqu'un qui a fait l'organisation des coopératives dans la Sicile. Lui, il était sicilien de Caltagirone et il a commencé en développant des organisations coopératives chez les petits paysans et dans tout cet univers. Donc, je pense qu'il faut un peu penser cette histoire. Là, je pense que les deux confédérations, elles sont en train de converger. Je pense qu'il y a de plus en plus de structures et au niveau des fédérations qui essayent de faire les liens au niveau du mouvement coopératif. Donc, on peut voir une sorte de convergence des organisations de l'économie sociale dans les mêmes fédérations. Et donc, peut-être, il y aura un moment la nécessité d'écrire une histoire nationale, mais disons que c'est une histoire nationale qui a deux piliers, je dirais.
avec des organisations différentes et aussi des organisations conflictuelles, parce que souvent, c'est des organisations qui coexistent sur des territoires et donc qui se jouent aussi l'hégémonie sur ces territoires. Oui. Et juste pour compléter, et je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est que dans cette, disons, tradition avec les catholiques d'un côté et les socialo-communistes de l'autre, il y a la tradition libérale que, au contraire, a été un peu mise de côté. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'études, mais là, peut-être je me trompe, mais au niveau de la tradition, comment dire, de l'organisation coopérative et de l'organisation d'inspiration libérale, c'est quelque chose que j'ai l'impression a été étudié plus au niveau d'initiatives spécifiques, alors que il y a tout le réseau des banques populaires ou, par exemple, des consortia agrari, qui est plutôt une coopération, disons, pensée avec des finalités surtout économiques, plutôt qu'avec un engagement aussi politique. Ça, c'est quelque chose qui est resté un peu de côté, ou plutôt, je dirais, borné à des études locaux, de cas d'études, alors qu'il manque, j'ai l'impression, plus une histoire de la coopération libérale en Italie. Oui, cet aspect, c'est très intéressant. Du reste, les thèmes des coopératives blanches, comme on les appelle, hein, c'est surtout un thème qui est traité, qui est fort dans le nord de l'Italie, in Veneto, dans les Vénéties. Et parce que là, c'était la base de cette coopération blanche, or que l'Emilia-Romagna, c'est la coopérative rouge. Voilà. Donc, il y a ça. Alors, je ne sais pas, je sais pas quelle est la situation de des fédérations en ce moment, donc je ne peux pas dire. Mais justement, il y a deux aspects intéressants. Et pour rendre, tu disais, la différence, il y a eu cette tension entre le catholicisme social, après la Rerum Novarum, bien évidemment, et ce mouvement, par contre, ce mouvement des politiques sociales, des bases plus liées au mouvement socialiste, ouvrier. Et pour rendre encore un peu plus difficile, je dirais qu'il y a tout un courant qui est très intéressant à la fin du 19e siècle, qui est le courant mazziniano, qui est un autre aspect. Hein? Ce n'est pas socialiste, ce n'est pas blanc, c'est mazziniano, donc démocratico-mazziniano, qui est très fort parce qu'il y a beaucoup de cette société de secours mutuels qui sont nées à partir des années 48, mais surtout après l'unification italienne, qui se transforment en société de lutte avec l'idée justement de progrès et de développement avec une idée démocratico-mazziniana. Donc, on a trois aspects qui est lié après, par exemple, tout le mouvement républicain. L'Emilia-Romagna même, elle est partagée entre l'Emilia, qui est un peu plus socialiste, communiste, et la Romagne, où la tradition républicaine, par contre, est très forte. Et donc, là, c'est un racisme. Il y a un autre aspect qui est très intéressant, justement, que tu mettais en évidence, c'est tous les thèmes des banques populaires, des banques qui commencent à être formées au 19e siècle et il y a deux courants. Un, c'est les caisses d'épargne. Et ça, c'est tout le modèle et qui est lié aussi aux sociétés ouvrières, et c'est le modèle allemand qui vient, c'est Raiffeisen qui amène ça. Et l'autre courant qui lie à cette historiographie libérale qui a été étudié aux années 70-80, mais qui n'est plus étudié du tout, c'est tous les courants liés à Luigi Luzzatti, à la pensée de Luigi Luzzatti, parce qu'à la base des banques, de la construction des banques populaires, le modèle, c'est celle de Schulze-Delitzsch, hein, c'est Luigi Luzzatti qui est fondamental pour écrire l'histoire des politiques sociales en Italie dans la période années 80, 1880, Crispi, Minghetti pour la droite historique et puis après la gauche historique après. Donc ça, mais il y a eu des études qui ont été faites, il y a eu un colloque sur Luigi Luzzatti fait en 91. Voilà, depuis,
On a oublié aussi Luigi Luzzatti. Donc, il y a du travail à faire, mais c'est bien, c'est intéressant. Si je peux ajouter, les archives qui sont conservées à Venise, ils sont magnifiques. Ils sont les archives de Luzzatti, parce qu'ils ont récupéré toutes les archives et ils ont fait un gros travail d'inventaire. C'est vraiment intéressant. Ah, c'est beau. Ouais. Je ne l'ai pas vu, mais j'aimerais bien. Avant de donner la parole à Patricia qui a donné la main, parce qu'on est sur la question des archives, Nicolo, tu m'avais envoyé il y a 2 ans en plein confinement, je t'avais sollicité pour des informations justement sur la coopération en Italie et tu m'as envoyé un lien vers un site de coopération en Italie qui est justement hébergé, je crois, à l'Université de Bologne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, puisque c'est aussi un peu le but de ce séminaire, de Oui. mettre en réseau les archives européennes dans un premier temps de l'économie sociale. Donc, on a un centre d'études au département d'histoire qui est le centre di studi su Luigi Dalpane. Il y a une bibliothèque, c'était la bibliothèque de Luigi Dalpane. Et donc, on a cette centre d'études. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'archives. D'abord, il n'y a pas un archiviste qui gère, donc c'est une bibliothèque surtout. Et je le dis en tant qu'archiviste aussi. Donc, je soutiens la cause, comme on dit. Puis, il y a ce centre sur la documentation, la coopération, qui maintenant est lié à l'Istituto Gramsci, qui donc préserve ces archives. Mais par exemple, l'archive de la Société Operaia di Bologna, qui est un archive très important parce que c'est la plus grande société de secours mutuel ici à Bologne, c'est conservé à la bibliothèque du Museo del Risorgimento di Bologne. Donc, il y a un peu une dispersion. Ce que ça serait intéressant, ce serait de créer un liaison, un réseau d'archives virtuelles. On peut le faire maintenant. Et ça serait très intéressant. Je connais l'archiviste qui travaille maintenant dans ce centre de documentation sur la coopération à Bologne. Donc, ça serait intéressant de créer cet réseau. Donc, voilà. Oui, juste pour compléter, comme Olivier il venait d'évoquer, justement, c'était les archives du Centro de Documentazione sull'Economia Sociale de Bologne que je lui avais signalé. Ouais. Mais oui, je confirme qu'effectivement, la question, là, ils ont commencé à concentrer quelque chose, c'est surtout une bibliothèque. Il y a, je pense, quelques fédérations, surtout d'Émilie-Romagne, qui a déposé des archives. Ils avaient lancé à l'époque en sorte de travail de mise en réseau des archives qui sont conservées par les coopératives eux-mêmes, mais... Alors, il y a une autre archive, c'est l'archive liée à la Camera del Lavoro, l'archivio Paolo Pedrelli, lié à la Chambre du Travail de Bologne, qui est dans les sièges de la CGIL, de la Confédération Générale du Travail, mais pas sous le 19e siècle, ils n'ont rien. Absolument. Et puis en ce moment, ils sont en train là aussi de réaménager, déménager, réaménager, je ne sais pas dans quel état ils sont, mais je ne crois pas qu'ils aillent vraiment. Ils ont les archives de la Chambre du Travail. Ça, c'est très intéressant, bien évidemment. Mais il manque un archive de l'histoire du travail à Bologne. Voilà, maintenant que on dit non, mais c'est ça, je pense, parce que je peux confirmer, effectivement, ces organisations syndicales, les organisations syndicales peuvent souvent avoir récupéré des archives. À Milan, il y a la Società Umanitaria qui a récupéré aussi des archives. À Rome, je pense que c'est la même chose. En Sicile, par exemple, l'Istituto Gramsci a récupéré là aussi des archives des coopératives. Donc, il y a une dispersion totale des archives et il y a surtout ce qui est extrêmement intéressant, mais qui reste très difficile à recenser. Il y a des archives qui sont encore dans les coopératives et qui sont assez difficiles d'accès ou qui risquent de se perdre parce que les coopératives, parfois, elles abandonnent, elles sont dissoutes. Donc, voilà. Ouais.
Si vous êtes d'accord, pardon, si ça ne vous pose pas de problème, je vous propose de prendre les questions de Patricia et Samuel Boscarello. Et puis après, je vous laisse répondre. Oui, moi, je voulais déjà signaler que, puisque les lecteurs français ont beaucoup de difficultés à avoir accès finalement à cette connaissance de l'histoire de l'économie sociale en Italie et particulièrement du mouvement coopératif, il y a un article de Tito Menzani qui a été publié dans la RECMA en 2011 et qu'en français, bien sûr, il a été traduit. Et cet article est en accès libre sur Cairn, donc sur le mouvement coopératif en Émilie-Romagne. Et puis, par ailleurs, mais c'est peut-être une question trop vaste, hein, si c'est trop vaste, vous laissez tomber. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de l'impact de la période fasciste sur le mouvement coopératif? Je ne suis pas un expert vraiment de l'impact de la coopération sur le fascisme. Je ne sais pas si Nicolas s'y connaît mieux que moi, donc je te laisserai la parole. Je ne suis pas sûr d'être un expert et surtout, je pense que c'est un chantier qui n'a pas vraiment encore été ouvert, même si je pense que c'est un chantier qui est extrêmement intéressant. Oui. Tito Menzani, justement, il avait publié un ouvrage où il lançait un peu des pistes là-dessus. Et après, il y a des articles. Moi, je pense que c'est extrêmement intéressant dans la mesure où ça se relie à quelque chose que je pense émerger très bien dans le discours d'Elena, dans la présentation d'Elena, c'est la question de la transformation du développement du pays et de la modernisation du pays. Je pense qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, disons jusqu'à la période fasciste, je pense qu'il y a à la fois du côté des élites et du côté aussi des mouvements socialistes, peut-être des courants plus réformistes, il y a l'idée que les coopératives et d'autres organismes, disons, de l'économie sociale peuvent, en interaction avec l'État, contribuer à la transformation, à la modernisation et au développement du pays. Et donc, il y a une sorte d'idée que tout ça, c'est une dimension sociale et économique que chez certains, et je pense par exemple à Maffeo Pantaleoni. Maffeo Pantaleoni, c'est, disons, le pape des économistes italiens de la période. C'est un marginaliste, disons, donc mais c'est vraiment un économiste très connu et tout ça. C'est quelqu'un qui est sur des positions nationalistes, tout en étant libre-échangiste, et qui après se relie au fascisme. Mais lui, il a une approche extrêmement violente contre la coopération socialiste et catholique parce qu'il accuse cette coopération de polluer un instrument de mobilisation économique des masses avec des arguments idéologiques. Et je pense que cet élément est central pour comprendre l'idée que le fascisme a de la coopération. On veut la coopération comme instrument de mobilisation et éventuellement corps intermédiaire entre l'État et, disons, la population, donc un instrument de mobilisation des masses et de la force du travail. Et en même temps, on ne veut pas qu'elle puisse devenir un instrument d'organisation de la part d'organismes indépendants de l'État. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, par exemple, sous la période fasciste, les coopératives, elles continuent à exister, mais elles continuent à exister, c'est-à-dire pas les coopératives socialistes, bien sûr. C'est-à-dire qu'on dissout un certain nombre de coopératives, on les attaque d'une manière très violente. Après, on essaye de les reconstituer. La question, c'est que le fascisme n'a pas de cadre dirigeant des coopératives, donc à un moment, ils sont obligés soit de faire rentrer des gens qui étaient des anciens dirigeants, soit des condamnés des coopératives à la faillite, ou sinon, et c'est l'autre élément, ils mobilisent les organisations des anciens combattants, que après la Première Guerre mondiale sont devenues des organisations extrêmement actives, surtout sur les questions agricoles, autour des questions de la transformation des terres et de la distribution des terres. Et donc là, on a plutôt une approche, je dirais, neutre à la coopération. On essaye d'utiliser la coopération en tant qu'outil économique, mais sans avoir des arguments politiques.
bien sûr, ça devient justement des éléments pour mobiliser en faveur du régime fasciste. Mais je pense que c'est une histoire qui reste encore à écrire. En tout cas, les consorties, les coopératives de travail, elles continuent à exister dans toutes les parties de la bonification des marais et dans tous les travaux de transformation des terres dans le domaine agricole. Les coopératives jouent un rôle central. L'essor et le développement et l'explosion des laiteries coopératives se fait sous la période fasciste. Donc, c'est quand même une histoire assez intéressante. Oui, disons aussi, c'est cette espèce double face du fascisme. D'un côté, il y a l'idée des corporations, parce que l'idée du fascisme, c'est de transformer l'État en un État corporatif. Et ça, c'est une idée qu'ils ont dès le départ, hein. Il y a des idéologues, d'Abotaï, d'autres qui ont l'idée de transformer le pays dans un pays corporatif, un État corporatif. Et bien évidemment, l'État corporatif devrait annuler tout ce qui est autre représentance qui ne soit pas l'État, la Confédération des industriels, que c'est la seule qui est conservée, et les travailleurs. Or, on sait très bien que cet État corporatif, effectivement, ça ne marche pas. Dans l'idée, ce n'est pas exactement l'idée, ce n'est pas réalisé comme dans la volonté des idéologues, surtout de Bottaï, et ça ne réussit pas. Donc, même s'il y a la création très tardive du reste en 1938 des ministères des corporations, ce n'est pas l'idée des corporations, ou alors la pratique ne correspond pas à la théorie. Et donc, il reste cet élément apolitique, parce qu'évidemment, on ne peut pas, tous les coopératives socialistes et communistes sont attaquées, mais il reste, et surtout, il reste justement, comme tu disais, Nicolas, pour la bonifica agraria, dans les réseaux, pour tous les réseaux de modernisation de l'agriculture et de la modernisation agricole, à côté du reste du fort développement industriel de l'Italie, parce qu'on ne peut pas nier que les années du fascisme, c'est le premier moment des grands développements industriels de l'Italie, avec bien évidemment l'intervention de l'État, mais c'est là qu'il y a la mécanisation, on le voit encore une fois dans l'Emilia-Romagna, toutes les grandes industries mécaniques le développement, c'est pendant le fascisme. Donc, on a dans les années 30 le premier grand développement industriel de l'Italie. Merci. Samuel Boscarello, vous voulez poser une question? Bonsoir, je suis Samuel Boscarello, doctorant de recherche en histoire à l'École normale supérieure de Pise, avec une dissertation sur l'histoire du mouvement coopératif dans l'Europe, en Europe dans le 19e siècle. Oui, juste pour signaler que pour les périodes fascistes, aussi dans l'archive Luzzatti, ce sont des documents vraiment intéressants de correspondance entre Luzzatti et l'Alliance coopérative internationale. En particulier, l'Alliance demande de renseignements sur la répression de Mussolini contre la coopération. Et pour le 19e siècle, j'ai trouvé aussi l'archive de Carlo Romussi, un des plus importants coopérateurs démocrates de Milan et un des fondateurs de la Ligue nationale des coopératives dans le 19e siècle, qui est conservé par les descendants de Romussi. Et un dommage parce que les conditions de conservation ne sont pas très bonnes. Et une réflexion. Une réflexion sur le thème du rôle modernisant de la coopération, parce que ceci peut être une innovative clé d'interprétation aussi sur la question du Midi de l'Italie, parce que par exemple la Sicile, nous avons cité Luigi Sturzo, mais la Sicile c'est un laboratoire social très intéressant parce que il est un territoire très hostile à la coopération pour tout le 19e siècle, depuis l'agitation de fasci siciliani
1894, il devient un laboratoire d'expérimentation coopérative qui fait cette région l'une des plus fertiles régions pour la coopération agraire rurale jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et il est très intéressant parce que je pense que tout ce processus de circulation de connaissances, de pratiques pour adresser les besoins sociaux des populations sont vraiment très intéressants d'étudier. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, appelons l'innovation sociale. Et je pense que il y a un territoire commun entre histoire et sciences sociales pour faire regagner centralité aussi à le thème de la coopération qui aujourd'hui en Italie ne sont pas très pratiqués. Bien. Est-ce que, je ne sais pas, Nicolo, Elena, si vous voulez rebondir là-dessus, ou est-ce qu'il y a d'autres questions parmi le public? Moi, si je peux rebondir rapidement, mais juste en attendant comme ça, si quelqu'un a des questions, on a le temps pour réfléchir. Non, mais la réflexion, cette dernière réflexion, justement, l'évocation de nouveau de Luzzatti, ça me rappelle justement que si vous voulez, toujours pour rebondir sur cette question du fascisme, parce que je pense que c'est vraiment un terrain qui mériterait d'être exploré et approfondi. Jusqu'à 1925, donc jusqu'au moment où le fascisme, d'une certaine manière, interdit formellement le fait qu'il puisse y avoir des fédérations libres, des fédérations coopératives libres. L'objectif des coopératives autour de Luzzatti, et c'est pour ça que j'y ai pensé, c'est d'essayer de constituer une nouvelle fédération apolitique, c'est-à-dire de trouver le moyen de coexister avec le fascisme. C'est le fascisme que, d'une certaine manière, met une frontière avec la dissolution des fédérations libres. Donc, à la base, il y a un peu cette tentative qui n'a pas vraiment été approfondie, mais où Luzzatti joue justement un rôle joue un rôle de pivot, parce que il est désormais à la fin de sa vie, parce que si je me souviens bien, il meurt en 1927, mais il est encore reconnu comme une sorte de figure tutélaire du mouvement et qui en même temps est capable de dialoguer avec le fascisme. Mais parce que je pense que là, on est vraiment dans cette idée de la place des coopératives en interaction avec l'État, avec l'idée de comment on transforme, on modernise et on développe ces pays. Là, on est un peu si vous voulez, dans tous ces débats autour de cette question-là, d'un pays qui est un peu considéré retardataire et donc où on essaye de mobiliser toutes les forces économiques et humaines pour le développement. Pardon. Dans l'ordre, il y a une question de Charlotte et puis de Yannick. Oui, bonsoir. Moi, j'aurais une question sur… j'ai remarqué, et c'est assez intéressant de voir que, en fait, l'histoire italienne, au niveau économique et social, est très fragmentée, que ce soit géographiquement ou chronologiquement. Est-ce que vous retrouvez de cette fragmentation? J'ai compris qu'on l'a retrouvée aussi dans les politiques sociales. Et du coup, est-ce que vous avez un lien et est-ce que vous avez des travaux sur les liens entre la mutualité, les sociétés de secours mutuels et l'émergence des politiques sociales italiennes? Alors, je disais les études, un des études, c'est ce livre que j'avais montré sur les sociétés de secours mutuels comme base des politiques sociales. Et il y a un lien très étroit. C'est un lien, c'est la base des politiques sociales en Italie et c'est surtout dans le Nord. Alors, le problème, c'est que le mutualisme, les sociétés de secours mutuels se développent surtout dans le Nord de l'Italie.
à partir de l'unification seulement, bien évidemment, parce qu'avant, il y a un problème. D'abord, en Piémont, parce qu'en Piémont, il y avait le Statuto Albertino qui permettait la liberté d'association. Les autres pays, les autres États italiens, ils ne permettaient pas ça. Et donc, il faut attendre l'unification nationale pour avoir ça, parce que c'est le Statuto Albertino qui est transmis à tout le reste de l'Italie. Et donc, on a ce développement des sociétés de sécurité mutuelle qui sont la première base, non seulement des politiques sociales, mais aussi de la politisation, parce qu'il y en a une partie qui se transforme et devient société de lutte, de résistance, en fait, il s'appelle, et d'autres qui restent uniquement comme unique source de politique sociale, parce que l'État italien, c'est celle qui arrive le plus en retard dans les politiques sociales. La première, il y a un peu de politique sociale, un peu d'État social avec Crispi, parce que le modèle de Crispi, c'est le modèle de Bismarck, et donc il reprend l'État social de Bismarck, mais avec des lois qui, en fait, transforment à niveau national celle qui était la base, donc la base d'abord des sociétés de sécurité mutuelle, mais aussi la base, disons, catholique, tous les œuvres pieuses, les opere pie, des confraternes et confrères religieuses qui sont la base non seulement des politiques sociales, mais par contre de toute la politique d'assistance sanitaire, des hôpitaux, de tout ça. Donc ça, c'est la base. Et ils sont transformés, ils sont statalisés, si on peut dire ça, je ne sais pas en français, peut-être c'est un mot que j'ai inventé en ce moment. Donc, il vient avec la loi Crispi d'abord, et puis après, le premier vraiment loi sociale sur le travail, c'est au début du 19e siècle avec Giolitti. Donc, il faut attendre ça. C'est pour ça qu'on n'a pas un État social, on n'a pas de politique sociale, et ça devient difficile aussi d'écrire cette, disons, histoire économique et sociale jusqu'à cette période-là. Par contre, on a beaucoup d'études à partir, bien évidemment, de l'État social fasciste, mais ça, c'est autre chose. Là, il y a vraiment la constitution d'un État social, évidemment, avec, pour toute une série de choses, une reprise de quelques lois qui avaient été faites dans la dernière période libérale par Luzzatti même, et par d'autres. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question. Oui, merci. Merci beaucoup. Yannick? Bon, donc, moi, je voudrais peut-être d'une certaine manière nuancer ce qui peut apparaître comme une forme de retard de l'Italie dans le domaine de l'économie sociale, parce que est-ce que, en quelque sorte, ça n'a pas été préfiguré par et même devancé par le rôle de l'Église et du catholicisme social dans l'Italie, et je pense même à certaines structures qui font partie de notre économie sociale sous forme de coopératives dans le domaine financier, comme les caisses d'épargne, qui sont très liées, et ça a servi de modèle, notamment dans différents États. En France, on a réussi à le faire uniquement à Metz à un moment. C'est le lien entre les montes-piétés et les caisses d'épargne, par exemple, qui a commencé bien plus tôt en Italie, et avec aussi donc le développement d'une sorte d'économie sociale financière, parce que moi je me rappelle de mes études d'historien sur le Moyen-Âge. Alors ça remonte à un certain moment, mais le capitalisme financier, il est né en grande partie en Italie, hein, et donc il y avait des sortes de réseaux de formation pour les montes-piétés. Il y en a 80 en Italie à la fin du Moyen-Âge. C'est créé à Pérouse en 1462. Donc maintenant, c'est le crédit municipal chez nous. Mais donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même des secteurs où, en quelque sorte, même s'il n'y a pas d'état social tel qu'on l'entend maintenant, avant le début 20e siècle, ou fin 19e, extrême fin 19e, est-ce qu'il n'y a pas ce rôle fédérateur de l'Église et du catholicisme social dans une forme d'économie sociale, finalement?
Oui, il y a sûrement. Alors, les monts de piété, c'est vrai, c'est une des bases importantes et il y a des études très intéressantes sur ça par tous les historiens justement du Moyen Âge, et puis de l'époque moderne, parce que c'est aussi la Renaissance. Le 15e et le 16e siècle, qui est un des moments de transformation aussi des monts de piété. Et puis oui, bien évidemment, les réseaux, un des réseaux, justement, c'est les œuvres pieuses et les confraternités religieuses. Donc, cette confraternité, confrérie religieuse, que c'est deux modèles qui sont en parallèle, en fait, parce que les secours mutuels, c'est surtout, il est apolitique au départ et donc apolitique même dans les termes catholiques, disons. Donc, on a, à mon avis, je pense qu'on pourrait dire que pour tout, justement, jusqu'à la Première Guerre mondiale, voilà, mettons la Première Guerre mondiale comme élément, parce que là aussi, après, on a une intervention de l'État un peu plus important. C'est deux mouvements qui vont en parallèle. D'un côté, cette base religieuse qui est, disons, dont le catholicisme social s'appuie sur une base qui était déjà présente, parce que les œuvres pieuses naissent au Moyen-Âge aussi. Donc, le catholicisme social s'appuie sur une base, sur une série d'institutions qui ont une tradition beaucoup plus ancienne. Et donc, il est aidé par ça. Et bien évidemment, ça a une influence importante en Italie, parce que l'Italie reste un pays aussi où la religion joue un rôle très important. Le choix de Cavour, de fameux libera Chiesa et libero Stato, ça ne marche pas vraiment. Donc, c'est un des échecs de Cavour, ça peut être, c'est ça. Donc, il faut considérer les poids de l'Église. Donc, c'est pour ça que le catholicisme social a une importance, bien évidemment, fondamentale, mais s'appuie sur toute une série de bases, d'institutions qui ont une tradition plus ancienne, si je peux dire ça. Et c'est ce qui expliquerait aussi ce réseau-là qui existe toujours et cette partition entre économie sociale catholique et puis économie sociale plus socialiste et autres. Oui, exact. Qui persiste, qui même aujourd'hui, ça existe encore. Je vois qu'il y a une question de M. Hipsman. Il faudra activer votre micro. Il faut cliquer sur le petit micro pour prendre la parole. Oui, je voulais vous poser une question qui s'éloigne peut-être de l'historiographie et qui est plus contemporaine. Mes informations sont peut-être datées, mais pour moi, il existait deux grands courants coopératifs ou deux grands mouvements, la Lega, qui était liée au Parti communiste, et la Conf coopérative, qui était peut-être davantage d'inspiration catholique. Le Parti communiste en tant que tel, ou en tout cas sous cette dénomination, a disparu. Et donc, quelle est la situation présente au point de vue affiliation de ces deux mouvements? Et d'autre part, est-ce qu'il y a eu des tentatives d'unification du mouvement coopératif dans l'époque récente? Nicolas, peut-être tu connais mieux. Moi, une seule chose, simplement, il faut dire que les coopératives maintenant, celles qui existent, moi je pense à la plus grande qu'il y a ici en Emilia-Romagna, que c'est la Coop, c'est maintenant une entreprise privée. Donc, disons que ça n'a rien à voir avec les mouvements. Donc, je ne crois pas qu'il y a eu un passage, disons que
l'héritier du Parti communiste, c'est celle qui est le Partito Democratico maintenant, mais je ne crois pas qu'il a eu un grand intérêt à récupérer cette tradition-là, d'autant plus que les mouvements coopératifs, maintenant, c'est la plupart de cette coopérative, c'est des entreprises privées. En Italie, la plus grande, la coopérative, il y a toute une série de petites coopératives qui naissent. Et moi, je le vois, par exemple, ils sont très fortes dans tous les réseaux de l'éducation. Je le vois parce que j'enseigne au département des sciences de l'éducation et mes étudiantes, elles sont tous éducatrices ou pédagogistes, ils enseignent dans l'école. Et ils sont tous embauchés par ces coopératives qui n'ont rien à voir avec le réseau des coopératives comme il était un temps. Et du reste, quand je lui explique qu'est-ce que c'est la coopérative, qu'est-ce que ça a été la coopérative, elle me regarde comme à dire mais que ça n'a rien à voir avec celle qu'on subit maintenant parce que c'est des entreprises privées. Par contre, je ne peux pas vous répondre sur les tentatives d'unification de la Lega et de la Confédération. Moi aussi, j'avoue que c'était quelque chose que j'avais entendu, c'est-à-dire que je sais que j'avais l'impression qu'il y avait eu un moment des dynamiques de convergence. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a en Italie aussi plusieurs fédérations. À la base, il y avait, comme disait Elena avant, il y avait aussi des fédérations républicaines. Donc, après, je ne sais pas si elles existent encore. Là, j'avoue totalement mon ignorance. Mais je crois qu'il y a quand même un cours, un processus, je ne sais pas si de projet de fusion, mais quand même de convergence ou de coordination sur un certain nombre d'éléments. Et après, moi, je pense que dans un certain nombre de territoires, et je pense surtout au lieu de l'Italie centrale, il y a quand même un ancrage qui s'est fait, qui est lié surtout à la tradition, si on peut dire, du socialisme municipal. C'est-à-dire que les coopératives étaient une composante d'un système plus large d'organisation de la vie économique, sociale et politique locale. Donc, parfois, on voit, par exemple, une certaine porosité entre les figures du mouvement coopératif et des personnes qui, après, font une carrière politique. Et on voit que dans les territoires de tradition comme l'Émilie-Romagne ou la Toscane, où il y a eu un fort ancrage coopératif, il y a encore, c'est un peu les territoires où le vote du Parti démocrate est encore un peu, plus, il tient encore. Après, je ne saurais pas dire s'il y a eu des études là-dessus. Je pense qu'il y a quand même des liens qui se sont faits, une proximité qui a évolué au cours du temps. Après, comme le disait Elena, désormais, le mouvement coopératif, sans doute, il peut afficher un certain héritage, une certaine histoire qui existe probablement encore chez un certain nombre des sociétés qui le composent, mais c'est quand même un mouvement c'est surtout un mouvement d'entreprises qui sont très efficaces, très rationnelles et très performantes aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, comme je vois que l'heure a bien tourné, je serais tenté de commencer par remercier évidemment chaleureusement Elena Musiani pour sa présentation. À nouveau, Niccolò Mignemi pour ses éclaircissements et d'avoir participé et sa participation au séminaire, et puis évidemment chacune et chacun d'entre vous pour cette participation. Avant de se quitter, ça serait bien que j'allais donner la parole à Dominique pour que tu nous rappelles un peu la prochaine séance. Et puis, éventuellement, si juste sur les suites du séminaire, si une ou deux personnes veulent intervenir pour réfléchir un petit peu aux suites. Oui, merci. Peut-être une remarque avant cela, une remarque sur le lien entre les différents mouvements et les territoires.
je veux dire, plus qu'on a bien évidemment cette lecture aussi dans d'autres pays, mais je crois que les entrées territoires, coopératives, sociétés, etc., est un schéma très, très important et qu'on retrouve quelque part aujourd'hui. On a nous-mêmes la même observation sur le renouveau d'un certain nombre dans notre pays de coopératives ou d'initiatives locales qui sont quand même très liées à un écosystème des territoires. Alors après, bon, il y a certes l'autre lecture de lien avec les mouvements sociaux au sens large, mais c'est quand même un élément qui nous conduit à dire qu'il y aurait quelque part un nombre beaucoup plus important de lectures de l'économie sociale qui pourrait se faire suivant les territoires. Un petit mot aussi sur les archives, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler. C'est un sujet auquel on est particulièrement sensible aussi, puisque notre centre, CEDIAS Musée Social, se tourne beaucoup vers la mise en valeur des archives. Nous avons nous-mêmes déjà pas mal de fonds d'archives qui malheureusement n'ont pas fait l'objet d'une exploitation complète et pour certains pas du tout. Donc c'est un des projets évidemment que nous avons avec l'idée qu'on est dans la même situation que ce que vous rappeliez sur l'Italie, c'est-à-dire un éclatement quand même de beaucoup de fonds d'archives. Notre souci à nous, c'est de pouvoir non seulement les exploiter, mais quelque part les donner à voir. Et on est en train de mettre en place un portail numérique qui devrait, si le temps et les moyens nous en laissent la possibilité, permettre effectivement de progresser dans ce donner à voir, ce qui nous paraît important si on veut créer là aussi un formulement d'initiatives sur les recherches et sur l'intérêt même pour un certain nombre d'étudiants de l'économie sociale, ce qui est aussi une de nos préoccupations à l'intérieur des universités où on a un éclatement aussi des enseignements. Voilà. Donc, un grand merci à tous les deux sur le fait de nous avoir entretenus en français, ce dont je vous remercie beaucoup parce que bon, ce n'est pas toujours quelque chose d'automatique en ce qui nous concerne, nous, Français. Donc, merci à vous. Je vous rappelle que la prochaine séance, je ne sais pas si on a la date, je crois que sur la manière de réfléchir à la suite de ces séminaires qui, comme le rappelait Olivier tout à l'heure, s'inscrit aussi dans la ligne du colloque qui avait été organisé il y a 2 ans, mais on sera effectivement très, très intéressé de recueillir les propositions des uns et des autres en la matière. Je pense que nous aurons effectivement un temps de réflexion sur, je vais dire, sur l'ensemble des pans de ce travail en France et des champs qu'on aimerait bien pouvoir mettre en valeur et développer davantage. Mais je pense que cette réflexion est largement transfrontière et comme je disais tout à l'heure, il y a des thématiques notamment qui seraient peut-être un champ de travail horizontal. Je parlais tout à l'heure du lien avec les territoires. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets un petit peu horizontaux par rapport aux thématiques de l'économie sociale. Alors, bon, je sais que certains vont condamner mes propos en me disant que je sortirais avec cela du champ de l'histoire, mais je n'exclus pas qu'on puisse effectivement croiser avec d'autres disciplines une approche et un enrichissement de nos travaux. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Il n'y a pas d'autres interventions et puis je vous dis à tous à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.
Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir.